voudrais commencer mon intervention par un hommage, parce que depuis 1 an et demi, pas un jour ne passe sans qu'on voit défiler sur nos téléphones les visages des Palestiniens assassinés par Israël. Et c'est probablement le premier génocide au cours duquel les victimes diffusent en direct leur propre massacre. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes sous les bombes, sous les balles, de la faim, de l'impossibilité d'accéder à des soins élémentaires. Mais derrière ces chiffres, les Palestiniens ont des noms et des histoires. Alors ce soir, pendant cette intervention, je voudrais qu'on pense à eux, à Ahmed Mansour, journaliste palestinien dévoré par les flammes début avril, à Hassan Al-Hayad, adolescent de 14 ans, connu pour sa voix magnifique et tué dans un bombardement, à Adnan Al-Bourch, médecin de l'hôpital Al-Shifa, décédé dans la terrible prison d'Ofer en Cisjordanie, à Fatima Assouna, photojournaliste de 25 ans, qui disait « Si je meurs, je veux une mort retentissante ». Ce meeting, c'est aussi un moyen de faire ressentir leur nom, leur mort, mais surtout leur lutte, la lutte pour la libération du peuple palestinien. Aujourd'hui, la bande de Gaza est un champ de ruines. Les destructions sont d'une ampleur inégalée au XXIe siècle. L'offensive coloniale d'Israël est celle qui a tué le plus grand nombre de journalistes, de personnel de santé et d'humanitaires en un temps aussi court. Au moment où je vous parle, une nouvelle phase du massacre est en cours. Pendant près de 80 jours, Israël a bloqué toute entrée d'aide humanitaire. Ce blocus, le plus long de l'histoire de Gaza, a déjà fait basculer la population dans une situation de détresse absolue, frappée par la famine, privée d'électricité, d'eau et de médicaments. Si ce lundi, Netanyahou a cédé et a commencé à laisser entrer un peu d'aide dans des quantités si faibles et sur un territoire tellement détruit qu'il ne peut même pas atteindre la population, c'est pour pouvoir mieux avancer dans son plan de conquête de Gaza. Comme l'a expliqué Smotrich, ministre des Finances israélien, à ses amis suprémacistes, choqués par l'idée même de devoir accepter d'envoyer de l'aide à Gaza, lorsque nos bons amis nous demandent de nous arrêter et de fournir une aide minimale, nous acceptons pour pouvoir poursuivre. Poursuivre quoi? Les opérations en cours. Leur but est simple, vider chaque section de la bande de sa population, ville par ville, pour déplacer les Palestiniens vers l'extrême sud à Rafah, d'où ils seront exterminés ou déportés. Smotrich à nouveau est explicite. Nous occupons Gaza pour y rester. C'est une guerre pour la victoire. Il est temps d'arrêter d'avoir peur du mot « occupation ». Comme le répètent des dizaines de chercheurs, d'avocats, de juristes qui suivent la situation depuis 1 an et demi, tout ça, ça a un nom, ça s'appelle un génocide. Organisé, préparé, mis en œuvre méticuleusement. Un génocide assumé publiquement, bien avant le 6 mai, et même dès le 9 octobre 2023, quand Yoav Galland, ministre de la Défense, déclarait « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Ou lorsque le chanteur Eyal Golan appelle à effacer Gaza et diffuse des images des massacres très tranquillement dans une salle de concert parisienne. Ça, c'était pas il y a 1 an, c'était pas il y a 6 mois, c'était il y a même pas 1 semaine. Fin mars, le ministre de la Santé à Gaza a publié un document de plus de 1500 pages. Il liste les noms des Palestiniens tués. 474 de ces pages sont uniquement remplies par des noms d'enfants. Les 27 premières uniquement par des noms d'enfants tués lorsqu'ils avaient entre 0 et 1 an. Israël bombarde les hôpitaux, mais aussi les immeubles, les boulangeries, les cimetières. Il faut écouter le retour des humanitaires qui se rendent à Gaza, des infirmières comme Iman Marifi, qu'on a l'honneur de compter parmi nous, et que je vous demande d'applaudir très fort. Dès le mois de février 2024, elle racontait au Parlement ce qu'elle avait vu. Des enfants avec des crânes fracassés ou des balles de sniper qui leur ont arraché des yeux, des charrettes remplies de cadavres tirés par des ânes, des mères qui arrivent avec leur bébé froid et qui refusent de croire qu'il est mort. Mais ce génocide n'a pas commencé en octobre 2023. Il vient poursuivre et accélérer un nettoyage ethnique en cours depuis 77 ans. Le 15 mai dernier,
ont commémoré la Nakba, la date choisie pour se souvenir de ces mois pendant lesquels, entre 1947 et 1949, plus de 800 000 Palestiniens ont été exilés de force, dépossédés de leurs terres et exilés. À l'époque déjà, l'armée israélienne s'adressait par tract aux habitants arabes de Tirat Haïfa qui résistaient à l'occupation. Il leur disait « Si vous voulez échapper à la Nakba, éviter un désastre, une inévitable extermination, rendez-vous. L'étau se resserre autour de votre cou. » La semaine dernière, à l'occasion de cet anniversaire, Malak Radwan, une Gazaoui, expliquait « Le jour de la Nakba n'est plus un souvenir, aujourd'hui, c'est devenu une réalité quotidienne. » En 1948, comme aujourd'hui, ce génocide, il a des complices partout dans le monde. Pendant le mandat de Biden, les États-Unis ont fourni 17 milliards de dollars d'armes à l'État israélien. Trump a pris sa suite en expliquant qu'il fallait transformer Gaza en station balnéaire pour milliardaires. La France, quant à elle, est le deuxième partenaire d'Israël pour ses importations. L'État colonial lui achète du matériel militaire et des systèmes de haute technologie de guidage des missiles produits notamment par Thales. C'est grâce à ces puissances que Israël peut affamer une population depuis 2 mois. C'est grâce à elles que beaucoup ont peur de dénoncer haut et fort le génocide parce que pendant 1 an et demi, et encore aujourd'hui, en parler c'était un acte subversif, c'était risquer des accusations infamantes, des poursuites pénales ou des gardes à vue arbitraires. Il suffit d'écouter Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères le 17 juin 2024, qui disait « Accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. » Mais le seuil moral, c'est eux qui l'ont franchi. Et il faut le dire d'autant plus fort que maintenant, certains essayent de se faufiler du bon côté de l'histoire, de passer discrètement du camp des soutiens du génocide au camp des justes. Après 1 an et demi de massacre, 1 an et demi à laisser faire le génocide, 1 an et demi à soutenir ouvertement des criminels de guerre, Macron et Starmer expliquent qu'ils ne resteront pas les bras croisés. De son côté, après avoir martelé son soutien inconditionnel à Israël, l'Union européenne découvre qu'elle peut réexaminer son accord d'association. Mais comment croire une seule seconde ceux qui laissent Netanyahou circuler tranquillement en violation d'un mandat d'arrêt alors qu'il persécute des opposants au génocide pour un tweet? Comment penser que tous ceux qui ont diffusé en boucle la propagande de guerre israélienne pour justifier un nettoyage ethnique ont subitement changé d'avis? La réalité, c'est que ce retournement de veste montre le cynisme absolu des impérialismes européens et la lâcheté de tous ceux qui se sont tus jusqu'aujourd'hui. Ces atermoiements, en plus d'être indécents et hypocrites, sont impuissants. De notre côté, nous sommes de ceux qui n'oublieront jamais qu'ils sont complices de ce massacre et que l'histoire les jugera. Mais les impérialistes occidentaux ne sont pas les seules puissances qui ont une part de responsabilité dans ce génocide. Qu'ont fait les gouvernements d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Jordanie, du Maroc ou des Émirats Arabes Unis pendant que Gaza était sous les bombes? Soit ils ont collaboré, soit ils ont gardé le silence, soit ils ont négocié. Avant le génocide, les Émirats Arabes Unis, le Maroc et Bahreïn ont signé les accords d'Abraham, légitimant l'apartheid et le projet d'Israël qui n'a jamais caché ses objectifs d'élimination du peuple palestinien. L'Arabie Saoudite fait des affaires avec Trump tout en feignant de s'inquiéter. L'Égypte maintient le point de passage de Rafah fermé, se rendant complice du blocus. Le Qatar et la Turquie se posent en alliés de la Palestine, mais négocient à huis clos avec Tel Aviv et Washington. Tous ces pays peuvent arborer une solidarité de principe avec la Palestine, mais dans les faits, ils sont terrifiés par cette cause et ils ne feront rien. Parce que leur priorité n'est pas la libération de la Palestine, mais la stabilité de leur propre régime. Plutôt que les crimes d'Israël, ce qu'ils craignent, c'est que l'exemple de la lutte du peuple palestinien nous réveille leur propre peuple ou leur propre classe ouvrière. C'est pour ça qu'ils interdisent les manifestations, instaurent des couvre-feux et incarcèrent des militants pro-palestiniens. À nouveau, le génocide aura montré que la bourgeoisie arabe n'est pas l'allié du peuple palestinien. Mais dans ce cas, la question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir comment obtenir la libération de la Palestine, la vraie. Ces derniers mois, toute une génération, en Occident comme dans le monde arabe, a pu voir clairement que ni le droit international, ni la diplomatie des États ne suffisaient pour mettre fin au génocide, à l'apartheid et à la colonisation. Bien sûr, les décisions récentes de la Cour internationale de justice et les mandats d'arrêt émis par la CPI ont participé à affaiblir Israël et à révéler son vrai visage au monde. Mais elles montrent en même temps leur impuissance. Depuis la Nakba, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté des centaines de résolutions contre Israël. Pas une n'a permis d'en finir avec l'oppression des Palestiniens. Historiquement, le droit international s'est construit pour donner une enveloppe démocratique à la domination des impérialistes sur le monde. Il est très efficace pour garantir leurs intérêts,
notamment lorsque le Conseil de sécurité permet de justifier l'invasion de la Bosnie, du Kosovo ou le bombardement de la Libye, soi-disant dans l'intérêt des peuples. Mais quand les intérêts des grandes puissances sont en jeu, ces leviers-là s'effacent. Jamais la CPI n'a condamné les crimes américains en Afghanistan et aucun tribunal international a exigé que les généraux français répondent des tortures commises en Algérie. De la même façon, à l'heure où les dirigeants impérialistes trouvent un intérêt à ressusciter la fable de la solution à deux États, il faut répéter le bilan important qu'a tiré toute une génération de Palestiniens à l'épreuve des accords d'Oslo. Aucun État palestinien ne peut prospérer à côté d'un État colonial, armé jusqu'aux dents, déterminé à s'étendre et animé par l'idée que sa survie implique d'éliminer un peuple voisin. Pour toutes ces raisons, la libération du peuple palestinien ne dépendra pas d'une décision juridique ou du choix d'instances internationales dont il est exclu. Elle ne pourra passer que par la lutte de l'ensemble des peuples de la région et des masses du monde entier. En mai 2011, c'est le mouvement de masse égyptien qui, après avoir renversé Moubarak, a contraint le nouveau gouvernement à permettre la libre circulation des Gazaouis pour la première fois depuis 2007. Depuis octobre 2023, c'est le peuple jordanien qui se mobilise contre la normalisation avec Israël, notamment devant son ambassade, en dénonçant la lâcheté des gouvernements arabes, l'interdiction du drapeau palestinien et la répression policière. C'est là que se trouve l'énergie et la force d'en finir avec la situation coloniale en Palestine. Il y a un vieux mot d'ordre du mouvement national palestinien qui dit que la route vers la libération de la Palestine passe par Le Caire, Amman et Damas. C'est un mot d'ordre qu'on revendique en tant que révolutionnaire. Pas parce qu'on pense que les régimes réactionnaires égyptiens, jordaniens, syriens ou même libanais ou iraniens pourraient être des alliés de la lutte pour la libération de la Palestine, mais parce qu'on croit que la fin de la colonisation, elle passera par une révolution menée par le peuple palestinien en alliance avec les travailleurs et les classes populaires de la région. Cette lutte, elle se fera contre l'impérialisme et sa mainmise sur la région, contre les gouvernements complices d'Israël, mais elle devra aussi tendre la main aux travailleurs et à la jeunesse israélienne qui acceptent de rompre avec le sionisme à l'image des jeunes réfusniks, aussi minoritaires soient-ils aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne partage ni les méthodes, ni le programme, ni la stratégie du Hamas. Qu'on ne partage pas les illusions de ceux qui croient que le salut de la Palestine pourrait passer par une alliance avec l'État iranien aujourd'hui, Bachar al-Assad hier, au point de parfois légitimer la répression par ces régimes des luttes ouvrières et populaires. La lutte du peuple palestinien est indissociable de la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme, et elle peut même en être un moteur fondamental. Comme Jabra Nicolas et les révolutionnaires palestiniens de la 4e internationale avant nous, on croit fermement qu'une Palestine libre, laïque et socialiste sur l'ensemble du territoire de la Palestine historique, une Palestine où juifs, musulmans, chrétiens et athées puissent vivre côte à côte avec des droits égaux dans une société entre les mains des travailleurs et des classes populaires, c'est possible. Et c'est même la seule perspective pour une véritable émancipation après des décennies d'oppression et de massacres. Aujourd'hui, certes, l'État d'Israël est radicalisé et d'une cruauté sans pareille, mais il est aussi affaibli sur la scène internationale. Malgré l'énorme force de frappe des puissances impérialistes, des millions de personnes, y compris des jeunes générations de juifs et de juives qui s'organisent par milliers aux États-Unis et dans le monde, savent dorénavant qu'Israël est une puissance coloniale barbare et il n'y aura pas de retour en arrière. Partout, le mouvement de solidarité s'est développé malgré les efforts des impérialistes pour l'écraser. Des millions de personnes dans le monde sont descendues dans les rues des capitales occidentales et continueront à le faire. Et par-dessus tout, Israël fait face à l'héroïsme d'un peuple qui ne veut pas mourir. De la grève générale de 1936 sous le mandat britannique à la révolte des jeunes du quartier de Sheikh Jarrah en 2021, en passant par l'organisation des femmes des comités de secours de la première intifada, les Palestiniens luttent avec un courage exceptionnel contre le colonialisme et les impérialismes du monde entier.
La situation extrême d'aujourd'hui, elle montre l'impasse du sionisme, un projet au travers duquel une partie des Juifs ont espéré échapper à l'antisémitisme européen et au traumatisme de la Shoah. Dans les années 30, Trotsky, comme les socialistes juifs, décrivait cette illusion comme un piège sanglant. Un siècle plus tard, la crise en Israël, la déchéance morale de ces élites et la crainte d'une guerre civile qui s'avive rappellent l'actualité de la maxime de Marx qui dit qu'un peuple qui en opprime un autre ne pourra jamais être libre. Le courage du peuple palestinien nous oblige, nous, ici en France, pas seulement par solidarité envers un peuple, mais aussi parce que la Palestine est aujourd'hui le catalyseur de tendances qui la dépassent, le pourrissement du capitalisme et l'accélération autoritaire qui l'accompagne. Aux États-Unis, Mahmoud Khalil est en attente d'être déporté et les étudiants des campus américains sont fichés, dénoncés et persécutés. En Allemagne, on perquisitionne des organisations pro-palestiniennes. En Angleterre, on incarcère des dizaines de jeunes de Palestine Action qui se sont opposés aux usines d'armement. En France, on dissout Urgence Palestine, une organisation fondée par des Palestiniens en exil et des prisonniers politiques qui ont affronté la détention arbitraire et la torture dans les geôles israéliennes comme Salah Hamouri. On interdit les manifestations et les réunions, on persécute Rima Hassan, Anas Kazib, François Burga, Jean-Paul Delesco, Olivia Zemmour et bien d'autres pour leur solidarité inébranlable avec Gaza. Et il faut dire une chose, la violence de la répression, elle s'ajoute à l'infamie des accusations. Les régimes ne reculent devant rien. Pour traîner dans la boue les soutiens de la Palestine, ils n'hésitent pas à instrumentaliser la lutte essentielle contre l'antisémitisme et à repeindre les héritiers politiques du nazisme, du fascisme et de la collaboration en protecteurs des Juifs. Cette répression, c'est aujourd'hui la pointe avancée de la radicalisation autoritaire des démocraties libérales. En France, ça fait 10 ans qu'on vit sous état d'urgence et pas une année ne passe sans qu'un gouvernement n'adopte une loi répressive de grande ampleur. Dispositifs antiterroristes, répression des manifestants, extension des pouvoirs de la police, assignation à résidence. Peu à peu, tous les secteurs de la population y passent et font l'expérience de l'arbitraire du pouvoir. Cette accélération autoritaire, elle va s'intensifier à l'heure de la course à la militarisation, des tendances à la guerre et à l'armement. Déjà aux États-Unis, Trump organise la déportation de centaines de migrants vénézuéliens dans les prisons du Salvador. Darmanin réhabilite le bagne en annonçant la création d'une prison de haute sécurité dans la jungle guyanaise et Gabriel Attal veut enfermer toujours plus d'enfants. Si la répression du soutien à la Palestine est un catalyseur, c'est aussi un révélateur de ce que sont vraiment les démocraties occidentales. Des régimes bourgeois, prêts à liquider l'ensemble des principes qu'ils revendiquent si fièrement pour sauver un système à bout de souffle. C'est la raison pour laquelle construire une riposte collective massive est indispensable pour la Palestine, mais aussi plus largement pour éviter la catastrophe. Je milite au sein du collectif d'Action Judiciaire, un groupe d'avocats et de juristes qui a mis toutes ses forces au service de la défense des militants. En contestant les interdictions de manifester, les centaines de contraventions, en courant en garde à vue et en plaidant dans les tribunaux. Avec mes camarades, on fait partie de cette génération qui s'est forgée dans le combat contre la loi travail et aux côtés des Gilets jaunes. Des 49.3 à répétition aux manifestants mutilés, on a rapidement compris que se contenter d'agiter les grands principes de l'état de droit n'était d'aucune utilité face à un régime prêt à tout pour se défendre. Pour toutes ces raisons, on est convaincu que la lutte contre la répression ne peut pas se mener uniquement sur un terrain judiciaire. Le 18 juin, on aura l'honneur de défendre Anas Kazib et un autre militant de Révolution permanente, poursuivis pour leur soutien au peuple palestinien. Il faudra être nombreux ce jour-là, parce que ce procès, on veut en faire une école de résistance face au régime. Car aujourd'hui, exiger la relaxe de Anas et de tous les autres, défendre le droit de militer pour la Palestine, c'est aussi empêcher à l'État d'aller plus loin. C'est se donner les moyens de stopper sa course mortifère vers l'écrasement de la résistance de notre classe. C'est se donner les moyens d'obtenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier politique d'Europe, retenu dans les geôles de l'État français depuis 41 ans.
se donner les moyens d'empêcher que demain, d'autres syndicalistes soient poursuivis parce qu'ils honorent le meilleur de la tradition du mouvement ouvrier, l'internationalisme, le refus de se ranger derrière son État. Pour ça, on reprend à notre compte l'héritage de la défense politique et de la lutte révolutionnaire dans les prétoires. La tradition des avocats qui savent que faire face à la justice, ça fait partie de la lutte de classe, qui savent que ce qui se joue n'est pas individuel, mais compte pour l'avenir de tout notre camp social. Celle des militants communistes comme Lénine, qui, face à la répression tsariste, cherchaient à s'adresser aux masses par-dessus la tête du juge. Celle de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, socialistes, internationalistes et antimilitaristes, poursuivis pour leur lutte contre la guerre, qui déclaraient « Je ne suis pas ici pour me défendre, je suis ici pour accuser ». Tous ces militants, ils ont démontré que la lâcheté politique ne paye pas. Et je voudrais citer le manifeste des avocats qui ont défendu les militants algériens du FLN face aux tribunaux français qui les condamnaient à mort. Devant l'ampleur de la protestation qui montre contre sa politique, le gouvernement français est réduit paradoxalement à multiplier le nombre de procès où sa politique est de plus en plus durement mise en cause. Procureurs dits libéraux et commissaires du gouvernement ultra s'interrogent. Comment sortir gagnant, ne serait-ce qu'une fois, d'un procès politique ? Eh bien que leurs auxiliaires ne ménagent ni l'eau des baignoires, ni l'acétylène des chalumeaux, ni le courant électrique. Chaque fois, et de plus en plus, les procès politiques tournent à leur confusion. Ces Machiavel naïfs n'oublient qu'une seule chose, c'est qu'en face d'ennemis courageux, un procès politique ne se gagne que lorsque l'on a raison. Ils n'oublient qu'une chose, c'est qu'ils ont tort. Et puisqu'ils ont tort et qu'on a raison, qu'ils sachent que malgré leur convocation, leur garde à vue et leur procès, jamais ils ne réussiront à nous briser, jamais ils ne réussiront à mettre fin à notre lutte pour la libération du peuple palestinien et de l'humanité tout entière.